Salut à tous, vous êtes bien sur Advance Radio. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, c'est la dernière de la saison. Mais Arthur, que se passe-t-il? Aujourd'hui, je vous propose, c'est qu'on va instaurer un petit débat, une petite discussion sur le rétro gaming. Pour vous, qu'est-ce que c'est? Donc, on a dans le studio Elodie Deflon. Bonjour Elodie. Bonjour. Tu es étudiante en MMI. Oui. Et Thibaut Caron, enseignant-chercheur à l'Université de Savoie. Bonjour. Bonjour. Alors, pour vous, c'est quoi le rétro gaming? Thibaut? Pour moi, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis que les jeux vidéo ont commencé à sortir. C'est-à-dire qu'ils ont évolué rapidement. Et puis, à chaque fois, on avait une course aux nouveautés, aux nouvelles technologies. Et donc, les premiers jeux auxquels on a joué, ce sont devenus des jeux rétro, mais qui ont toujours connu un engouement, parce que les gens qui ont joué à ces jeux-là continuent, par nostalgie, je pense, à avoir envie de jouer à ces anciens jeux. Ça leur rappelle plein de choses, plein de sensations qu'ils ont vécues à l'époque de la découverte de ces jeux-là. Est-ce qu'il y a une date limite pour fixer le rétro gaming et dire que c'est plus du rétro? Ou alors une date, ou alors... Je pense qu'il y a différentes époques, mais les jeux actuels auxquels vous jouez peut-être et qui viennent de sortir vont être les jeux rétro dans 10 ans. Et on verra sans doute une technologie, je pense, qui fait que ce qui est actuellement le top du top va devenir obsolète. On en parlera un peu des nouvelles technologies qui s'annoncent bientôt. Elodie, pour toi, c'est quoi le rétro gaming? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui fait qu'on est passé du rétro gaming à autre chose? Je suis un peu comme Thibaut, moi. Je pense qu'il n'y a pas forcément de date qui délimite quand est-ce que les consoles deviennent rétro. Par contre, je pense qu'actuellement, à notre époque, les consoles deviennent rétro à partir de, on va dire, les années 2095. Je dirais pour moi, la dernière console qui est devenue rétro en date, ce serait la PlayStation 1. Parce que moi-même qui possède encore une Xbox, une PS2, une GameCube et des jeux de PlayStation 1, quand je joue à ces jeux-là, je ressens pas beaucoup de différence avec les nouveaux jeux, à part que les graphismes ont un peu évolué. Par exemple, quand je joue à Halo sur Xbox, la première, à part les graphismes qui ont un peu évolué, ça reste toujours un petit peu la même chose. Pour moi, c'est pas forcément rétro. Par contre, quand je joue à un vieux jeu genre Croc sur PlayStation 1, là, je sens des vieux graphismes, des couleurs qui sont vachement différentes. Pour moi, c'est à partir de là les jeux rétro. L'évolution du jeu vidéo, du coup, c'est uniquement le graphisme ou il y a autre chose Non, moi, ça c'est une petite critique personnelle. Je trouve aussi que la difficulté, elle s'est beaucoup détériorée avec les jeux vidéo. Plus on avance avec les jeux vidéo, plus ils sont faciles. Ouais, moi je suis bien d'accord avec ça. Effectivement, les jeux avant, on réessayait 10 fois le niveau. Quand on n'avait pas compris comment c'était, on ne pouvait pas trouver ou gagner par soi-même. Il fallait absolument le refaire 10 fois, 100 fois, etc. jusqu'à y arriver. Et donc maintenant, moi je fais partie aussi des gens qui considèrent que les jeux avant étaient beaucoup plus difficiles. Et c'était quelque chose qui était plus motivant, je pense, et qui nous astreignait à recommencer plusieurs fois. Et actuellement, on considère que les gens vont se lasser, enfin les jeunes, les nouveaux, pour qui les jeux sont faits, vont se lasser très très vite. Donc il faut qu'ils y arrivent en 2-3 fois, et sinon ils vont laisser tomber le jeu. Je pense que c'est une erreur. Perso, je trouve que ça donnait un charme au jeu au moins. On voulait se battre, on voulait arriver à le finir. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont linéaires, on est limite guidé par l'histoire. Au lieu d'avoir le choix entre plusieurs chemins, il n'y aura toujours qu'un seul à suivre. Ouais, exactement. Du coup, un charme, quel est ton jeu vidéo préféré ou tes jeux vidéo préférés qui t'ont touché, soit rétro, soit actuel, ou les deux? Sans hésiter, je dirais Sonic 2 sur Mega Drive, parce que celui-là, avec le défi de ne pas avoir de sauvegarde, devoir tout faire d'une seule traite, c'était vraiment bien. Sinon, j'ai beaucoup aimé les Spyro sur PlayStation 1. Ceux-là aussi, je trouvais qu'il y avait un petit défi. Après, j'aime bien certains jeux sur PC, mais en général, ils sont vite finis. Ok, le temps aussi compte, genre s'il se finit en 2 heures, 10 heures, c'est gênant ou il faut que le jeu soit infini? Si le jeu est infini, c'est pas forcément mieux parce qu'on finit par se lasser, mais si le jeu est fini en 24 heures, comme moi, le dernier jeu que j'ai fini vite, c'était Pokémon X et Y, on sent pas le défi. Moi, les jeux, ils sont plus anciens, qui m'ont marqué, mais c'est vrai que ce que tu dis sur les jeux infinis, j'ai les deux concepts. C'est-à-dire qu'il y a des jeux que j'ai terminés. Dans la série, moi, c'était plutôt la série des Wonder Boy. Donc, ils sont très différents. En plus, il y a des jeux d'aventure ou des jeux de plateforme. Le premier, c'était un jeu de plateforme. J'y ai encore joué il y a 2-3 semaines avec mon frère. Donc il faut dire que j'ai une borne d'arcade chez moi, donc j'ai mis en place. Je suis très rétro gaming, faut dire ce qui est. Donc sur les vieux jeux, on y repasse du temps, et on le retrouve avec plaisir. Et puis des jeux infinis, il y en a un où j'ai passé énormément de temps, c'est Tetris.
Ça, c'est un jeu infini et j'ai passé, et en plus j'y jouais sur la console, la Game Boy, la petite Game Boy là à l'époque, mais je sais pas le nombre d'heures que j'ai passé sur ce jeu. Je sais pas si c'est la même console, mais moi aussi je jouais à Tetris, mais c'était sur une petite console verte et pareil, j'ai joué Moi beaucoup. c'était la Game Boy, la toute première, Ouais, la première. la grise. Moi c'était aussi une console avec Tetris dessus, j'ai essayé de finir mais j'y arrivais pas. Ouais, c'est incroyable, ce jeu, c'est typiquement le jeu infini. Voilà, c'est il n'y a ça. pas de but, Il y a pas de limite. et pourtant on y passe du temps. Voilà, on passe un temps fou dessus. Bon, après, dans la série, il faut reconnaître que les consoles qu'on a eues ont fait qu'on a une certaine affinité pour certains jeux. Donc je sais que j'ai beaucoup joué à la Sega Master System. Donc il y a des jeux comme Black Belt, des choses qui sont peu connues hein, pour les gens qui l'ont pas eu, quoi, ou Road Rash, sur lequel ça c'est plus connu parce qu'il est sorti sur plusieurs consoles, sur lequel on a passé pas mal de temps. Street Fighter évidemment, quand la Nintendo. En fait, chaque console avait son jeu culte ou phare, voilà, qu'il fallait avoir. Et puis j'ai connu aussi la génération des petits ordinateurs 8 bits, 16 bits, là, les Atari ST. Donc là aussi, j'avais des jeux Buggy Boy, des choses comme ça, sur lesquels j'ai passé du temps, des jeux de foot, kick-off. Je suis content de revoir maintenant, mais qui sont catastrophiques au niveau graphisme. Mais au niveau du jeu, du gameplay, on retrouve de l'intérêt, on se remet dedans, et c'est des bouillies de pixels, comme on dit, mais ces bouillies de pixels, elles ont du sens quand on est en train de jouer dessus, quoi. Mais c'est pas forcément des méga graphismes qui vont rendre le jeu plus attrayant. Ok. Donc pour vous, enfin là il y a quand même une course au graphisme. Dans les dernières années, dans les jeux vidéo, c'était l'argument principal de vendre des nouveaux jeux. On a eu aussi une perte du scénario qui était quand même simplifiée. Est-ce que ces deux arguments, finalement ils sont en bout de souffle? Vers quoi le jeu vidéo il doit s'orienter maintenant? Est-ce que le graphisme, on est arrivé quand même à un résultat presque bluffant et difficilement mieux? Les scénarios ils sont quand même assez recherchés. Est-ce qu'ils peuvent encore être améliorés? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent changer pour continuer à faire évoluer le jeu vidéo? Pour moi perso, il devrait arrêter de se centrer sur le graphisme parce que c'est bien beau d'avoir un jeu qui est magnifique, qu'on puisse se rincer l'œil dessus, mais si c'est pour qu'au final on fasse 2 quêtes et que c'est bon, c'est fini, c'est inutile. Il faudrait plus qu'ils se recentrent sur le scénario, qu'ils revoient l'histoire des personnages, qu'ils cherchent à varier le jeu. Par exemple, il y a Skyrim qui a été fait, celui-là, il y en a qui accumulent plus de 300 heures de jeu grâce aux quêtes annexes, avec la personnalisation du personnage, tout comme ça. Je vois après, moi j'ai joué, c'était un jeu d'horreur, mais celui-là, aucune personnalisation. On avait juste une histoire principale qu'on suivait. Parfois, on rentrait dans des salles où on était censé être terrifié, mais toutes les portes étaient fermées sauf une, donc forcément on savait où aller. Et au final, on était guidé jusqu'à la fin. Et à part entendre une voix off en fond, il n'y avait rien d'intéressant. Pour compléter, à mon avis, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. Actuellement, les grandes boîtes mettent beaucoup d'argent et c'est dépensé souvent dans des graphismes ou des nouvelles technologies. Alors que si on regarde la scène indépendante, il y a énormément de petits jeux qui sont faits à nouveau, on va dire, dans les garages ou par des étudiants, par des gens qui s'amusent et qui sont très novateurs dans le gameplay et qui explorent des nouvelles voies. Et on revient à la limite sur ce qu'on avait en rétro gaming, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens effectivement de se payer des armées de graphistes, de mettre en place des nouvelles technologies ou d'avoir des machines extrêmement puissantes pour faire les calculs. Donc, par la force des choses, qu'est-ce qu'on fait? On repart sur les bases et on recherche des choses intéressantes, innovantes, créatives. Dans la scène indépendante, il y en a plein comme ça qu'on peut imaginer ou qu'on peut revoir. Et on retrouve notamment le niveau de difficulté. Ce qui manque chez certains en disant maintenant on n'a plus ce genre de choses, on retrouve sur la scène indépendante. Alors je crois que c'est Meat Boy, il me semble, qui était de ce type-là. Voilà, un jeu qui a été primé, qui a été fait par un gars dans son garage quasiment. On a aussi les bacs à sable avec la Minecraft, donc c'est des étudiants ou des jeunes informaticiens qui s'amusent à faire des choses comme ça et puis qui connaissent le succès parce que derrière, en fait, ça ouvre des tonnes de possibilités et non, comme tu disais, un truc linéaire où au bout de 2 heures c'est terminé puis on n'a pas d'autres possibilités ou pas envie de rejouer un autre personnage parce qu'on ne verra pas grand chose de nouveau. Du coup, les développeurs indépendants à surveiller et à découvrir pour tout le monde? Ah ouais, moi je pense effectivement qu'il faut bien regarder ce qu'il y a là derrière. Ouais, le succès de Candy Crush par exemple, qui n'a pas grand chose quand on regarde le jeu en lui-même. Moi j'en suis au niveau autour de 400 et quelques là, on s'aperçoit qu'il est plus subtil qu'on pense, ce jeu. C'est-à-dire que les gens qui ont construit les niveaux, ces niveaux, certains sont plus difficiles ou font part à la chance, mais il y a des stratégies qui se mettent en place, il y a des choix qui doivent être faits, etc. Donc du coup, le jeu vidéo, juste du divertissement ou une utilité derrière
de réflexion, de réflexe. Enfin, est-ce que le jeu vidéo, c'est uniquement du divertissement? Alors moi je l'oppose très clairement à la télé, c'est-à-dire sur la télé on est passif, on regarde un film, et là avec le jeu vidéo on doit souvent réfléchir, on doit coordonner ses gestes, etc. Donc même si c'était très, très critiqué moi au moment où ça sortait, c'est-à-dire que mes parents disaient oui qu'est-ce que tu passes du temps sur ces aspects-là, etc. Ça me paraît beaucoup plus actif et moi je préfère à la limite que mes enfants jouent au jeu parce qu'ils ont une démarche active face à l'écran. Ils vont bouger, ils vont essayer de trouver une solution, etc. face à des images qu'on va leur renvoyer et puis ils n'ont rien à faire qu'écouter. C'est vrai qu'il y a des études qui ont montré que ça développait les réflexes des enfants de jouer aux jeux vidéo. Puis même maintenant, il y a les jeux vidéo interactifs ou alors pour éduquer. Par exemple, il y a des jeux pour apprendre l'anglais, pour tester notre capacité. Il y a même des consoles pour enfants qui ont été faites, donc maintenant, l'éducation, elle passe aussi par les jeux vidéo. Serious Game? Oui, bah justement, moi je travaille évidemment, je ne vais pas vous dire que je ne suis pas intéressé par ça. Moi je crois beaucoup à ce genre de choses. Par contre, il faut se méfier, c'est-à-dire que on ne va pas transformer l'éducation en mettant des jeux partout, parce qu'évidemment ça va vous lasser de la même manière. Mais quand on voit qu'il y a des personnes qui apprennent, ou des enfants qui apprennent le bestiaire de Pokémon par cœur, qui connaissent les évolutions à plusieurs niveaux, etc., et que derrière on leur dit l'histoire de France, j'en sais rien. Par contre, la transformation de Pikachu, non problème. Donc là, non mais exactement, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Pourquoi ça s'est appris tout seul, ça n'a aucun intérêt derrière. Bon. Donc moi je travaille dans ce domaine-là et on cherche à identifier les ressorts qui font qu'on va apprendre grâce au jeu, on va avoir envie d'aller plus loin et surtout sans s'en rendre compte. C'est surtout ça, si c'est un truc qui est ennuyeux, c'est pas la peine. C'est vrai que c'est sans s'en rendre compte parce que récemment j'ai découvert que je me rappelais du numéro de Pikachu, c'est le 25. Exactement, voilà, c'est ça. Ça existe déjà ou c'est juste des recherches, des Serious Games? Ah, ça existe déjà. On les exploite dans plein de domaines pour former les employés. Moi, si vous voulez, je vous donnerai des liens pour des articles de recherche ou des choses qui ont été faites. Par contre, c'est de l'ordre du prototype. C'est-à-dire que vous, par exemple, en première année, vous allez avoir un serious game. Et il y a des tests qui sont faits vis-à-vis de l'engouement par rapport à ça. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir de l'apprentissage qui va être présenté d'une autre façon. Donc non, c'est sérieux actuellement, c'est sérieux ces jeux-là. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour rien, on le fait pour apprendre et derrière on analyse ça. Okay. La PS4, la Xbox, c'est du passé. On parle récemment de l'Oculus Rift, de l'immersion. Il y a la Kinect qui est commercialisée et qui fonctionne plutôt pas mal. Est-ce que c'est l'avenir du jeu vidéo? Est-ce que ça sert à autre chose que le jeu vidéo? Alors dans la question, il y a deux choses. Vous identifiez des périphériques qui sont les Kinect et des modalités d'interaction et l'Oculus Rift qui permet effectivement qu'il y a un écran immersif dans lequel on fait passer les images et puis les consoles en question. Donc les consoles en fait peuvent utiliser ces périphériques. Donc je pense que l'évolution ce sera plutôt ça. D'accord, donc on garde des consoles et on a d'autres périphériques d'utilisation? Oui. Mais par contre, la Wii U, par exemple, l'échec commercial de la Wii U, c'est intéressant de se poser des questions parce que là, Nintendo, on apprend qu'ils sont mal à cause justement de cet échec sur la Wii, alors que la Wii c'est très bien vendu, il y a des gens qui continuent à l'utiliser énormément. On trouve d'ailleurs des jeux pédagogiques dessus. Alors est-ce que c'est la course, ça vaut le coup de continuer sur des consoles? Ça, je ne suis pas capable de répondre. D'un côté, la Kinect, qui était pour la Xbox, on pouvait y jouer à plusieurs, alors que la Wii U, pour l'avoir testée, ça isole vachement la personne qui a le pad, donc c'est un peu ça aussi qui avait fait un échec commercial. Parce que quand on joue à la Wii U, il y en a un qui est avec le pad à côté à faire sa mission et l'autre avec les manettes. Ça fait un écart entre les différentes personnes qui y jouent. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est que tu as dit l'Oculus Rift, qui en gros, tu as dit un petit peu qui prenait devant sur la PS4 ou la Xbox. Le truc, c'est que l'Oculus Rift est compatible avec la Xbox et va avec la Xbox. Donc ça va un peu ensemble. D'accord, et est-ce que le PC, il y a beaucoup de jeux sur PC qui sortent, est-ce que l'Oculus Rift va arriver sur PC et donc du coup on va oublier finalement la Xbox qui est quand même moins évolutive qu'un PC? En fait l'Oculus Rift il est déjà compatible avec le PC. Et en fait, oui, non mais je veux dire, est-ce que du coup le fait que ça soit compatible avec tous les périphériques, on va aller oublier la Xbox et les consoles classiques pour dire finalement il suffit de se brancher avec le PC et le PC est beaucoup plus évolutif qu'une Xbox? Après ça dépend des préférences parce qu'il y en a qui préféreront toujours jouer sur les consoles parce qu'ils sont pas très ordinateurs. Après, il y aura ceux qui seront sur leurs ordinateurs et qui seront super contents parce qu'ils pourront jouer à Minecraft avec l'Oculus Rift. Ça, c'est les goûts et couleurs. Donc, dépend des mentalités de chacun. Merci beaucoup. Merci d'être venu. On
On vous dit au revoir à l'année prochaine pour un nouveau groupe d'étudiants sûrement. Bah, avec plaisir. Oui. Bonne continuation. Merci, Bonne au revoir à tous. continuation. Au revoir. Merci à tous de nous avoir écoutés, c'était notre dernière émission. J'espère que vous êtes bien amusés durant toute cette saison. Retrouvez la Web Radio Geek l'année prochaine. Bisous. Ciao. Bye bye.